Il est maintenant bien reconnu que l'agriculture familiale est l'un des agents principaux de destruction des forêts tropicales. On peut le voir ici sur une image de Google Earth où on a analysé les déboisements depuis les 10 dernières années, et tout ce qui sort en rouge, c'est les zones qui ont été déboisées. Ça, c'est la ville de Kisangani en République démocratique du Congo. L'échelle, c'est 5 km. Et on peut voir tous ces défrichements qui se produisent le long des routes. Et on peut voir à peu près la même chose. C'est un site en accès libre, vous pouvez y aller. Vous allez voir à peu près la même chose dans toutes les villes d'Afrique, y compris en zone soudanienne. C'est-à-dire que ça soit... voilà. Donc la forêt est déboisée par les paysans qui la coupent, qui mettent le feu à ce qui est au sol, récupèrent une partie du charbon mais pas tout, ça dépend s'il y a un marché ou s'il n'y en a pas, et ensuite ils installent leur culture. Bon, face à ce constat, évidemment, il y a à la fois les climatologues, les écologues, et ne serait-ce que le ministère de l'Agriculture se trouve devant un gâchis, à la fois gâchis de matières premières, puisque ce bois est finalement gaspillé, gâchis des sols, pour des productions très, très faibles. Donc les différents spécialistes s'interrogent sur des solutions. Les agronomes ont testé de multiples schémas pour lutter contre cette course en avant, puisque les petits paysans sans terre vont toujours défricher de nouvelles forêts, puis une fois que le sol est dégradé, ben, ils avancent. C'est ce qu'on appelle les fronts pionniers. Et donc on a cherché à avoir des agricultures qui soient durables, c'est-à-dire de maintenir en particulier la matière organique. Et voilà. Donc l'ICRAF dans les années 90 a testé la culture en couloir. Bon, ça a été... il y a eu des multiples publications, mais enfin, c'est jamais sorti des stations. C'était donc des alignements de légumineuses, et puis maintenant, on n'a pas le temps d'entrer dans les détails, évidemment. Il y a d'autres, entre guillemets, modes. Il y a le bois raméal, il y a le microchar, etc. Mais toutes ces technologies font avancer le savoir, évidemment. Il y a d'excellentes thèses et recherches qui se font, mais ça ne passe pas dans le milieu rural, tout simplement parce que c'est trop compliqué, ça demande trop de travail, trop d'input. Donc nous avons, dans notre petit domaine, essayé d'aller tout doucement et de prendre les technologies au stade où elles étaient et de les faire progresser d'un petit pas, quitte aux autres après à les faire avancer bien plus en avant. Alors au Sahel, dans les années 80, on s'est intéressé à partir d'expériences qui avaient été menées au Niger par des ONG comme l'Association française des volontaires du progrès et beaucoup d'autres, d'essayer je crois que le professeur Dufumier en parlera tout à l'heure, à partir de régénération naturelle, de sélectionner des tiges, par exemple du Féderbia ici, au nord du Cameroun. On garde des Féderbia qui ensuite se développent, et ces arbres peuvent être associés avec les cultures. Vous le voyez ici à 15 ans avec du sorgho ou avec du coton. Et vous voyez que avec des petites politiques d'incitation, on donnait 100 francs CFA, 0,10 euros ou 0,20, je ne sais plus, par arbre sélectionné. On peut voir ça aussi sur Google Earth. On a les vieux parcs qui étaient vieillissants, et maintenant il y a tout autour de multiples jeunes arbres qui ont été conservés, et on peut estimer au Nord Cameroun à 1 million d'arbres le nombre de jeunes Féderbia qui ont été conservés. Par contre, en zone forestière humide, on n'avait pas un tel recul, et on a profité d'un projet européen en République démocratique du Congo. En fait, dans les deux Congos, du côté Brazzaville et du côté Kinshasa, là aussi, on constatait des défrichements. Là, on est sur les plateaux Batéké, vous avez de la savane en haut, sur du sable, et puis des vallées boisées, et la population vient défricher ces dernières forêts.
le met en culture, sort le charbon et produit des cultures. Malheureusement, ensuite, ces zones forestières sont envahies par des impérata ou des chromoléna, par des plantes envahissantes qui sont pyrophiles, qui brûlent, et la forêt est remplacée définitivement par la savane et les sols sont dégradés. Donc là aussi, on a essayé de tester un peu ces méthodes de régénération naturelle assistée. Au moment où le paysan vient couper sa jachère, on sélectionne quelques arbres. Le gars fait son charbon. Ensuite, il met le feu. Donc on garde des techniques qui vont hérisser nos amis de l'agroécologie. Peut-être ça va terminer en pugilat. Mais bon, nous, on garde les techniques paysannes telles qu'elles sont, les plus simples. Le paysan brûle ses rémanents. Lorsque ça repousse, il a planté son maïs, son manioc. Il va garder quelques-uns des petits arbres qui poussent. Ici, on voit un vengué, là, qui est un bois précieux et qui est une légumineuse. Et voilà, au bout de 18 mois, vous avez ce rejet qui fait 2-3 mètres de haut. Et la jachère qui suit est plus productive. Et le paysan peut revenir plus rapidement. Lorsque le sol, on a ainsi convaincu plusieurs centaines d'agriculteurs et ça continue. Malheureusement, lorsque le sol est trop dégradé, qu'il n'y a pas ces rejets d'espèces locales, là, le cas autour de Kisangani, avec cette brave dame, on a planté des acacias, une espèce exotique légumineuse, mais qui permet 2 ans plus tard d'obtenir un boisement qui a restauré la fertilité du sol. Et bon, on va y passer rapidement. Bon, l'avantage de l'acacia, de ces acacias australiens, bon, ils ont un inconvénient, c'est qu'ils ne rejettent pas, mais ils se sèment très facilement. Et donc, lorsqu'on va cultiver ici, on cultive du manioc, et on voit déjà les acacias qui sortent à travers le manioc. Ça va développer ce peuplement, enrichissement du sol, et on va pouvoir de nouveau faire un cycle avec production de charbon et de manioc. Alors le problème, c'est l'acceptation sociale. Les chefs coutumiers avaient la pratique de vendre les parcelles pour produire du charbon et de garder finalement la même mise sur ces terres. Une fois que le paysan transforme ça, l'enrichit, en fait une agroforêt, quelque part il se l'approprie. D'où un certain conflit. Donc tous ces aspects doivent être pris en compte. Cependant, on peut dire en conclusion que si, et c'est une réalité, il ne faut pas se la cacher, si les agriculteurs sont le principal vecteur du défrichement des forêts tropicales, ils peuvent être également l'outil qui permet de reconstituer une agroforêt qui présente en gros beaucoup des avantages écosystémiques qu'avait la forêt. Ok, merci Régis. Marc, tu continues? Oui, bonjour. Donc, je crois que le thème, c'est quand même l'agriculture familiale. Alors moi, je parlerai d'agriculture familiale chaque fois que les agriculteurs et leurs familles travaillent pour leur propre compte avec l'idée d'accroître le revenu de leur travail. C'est-à-dire que s'ils parviennent à investir, c'est-à-dire s'ils ne sont pas trop pauvres et parviennent à investir, ils n'investissent pas avec l'idée d'un taux de profit, ils investissent avec l'idée de rémunérer au mieux leur travail en comparaison avec éventuellement d'autres opportunités extérieures. À l'inverse, au moment où il y a l'accaparement de terres, à l'inverse de ceux qui utiliseraient des terres pour placer des capitaux avec l'idée de maximiser un taux de profit. Voilà, alors nous sommes ici au Mali, donc sous un parc effectivement de Féderbia albida ou Acacia albida pour certains, sous parc arboré, les petites poules, etc. Ici, nous sommes au sud du Mali. En l'espace de 35 ans, à peu près, les agriculteurs sont passés d'une agriculture d'abatis brûlis, comme il vient de vous être décrit tout à l'heure, à une agriculture sous parc arboré. Vous avez là un jeune parc de karité, donc qui est une plante qui a plusieurs utilités en question, donc culture sous parc arboré. Vous découvrez une fosse fumière, elle vaut ce qu'elle vaut, on peut encore certainement améliorer cette affaire, j'en conviens. Vous découvrez que pour faire ça, l'agriculteur a sûrement eu accès à la traction animale, et alors non pas la charrue, mais aussi la charrette. Et donc le vrai problème, au fond, pour passer de cette agriculture d'abatis brûlis qui nous a été décrite tout à l'heure à une culture sous parc arboré avec transfert de matière organique de zones pastorales, strictement pastorales, on appellerait ça saltus aujourd'hui chez nous, vers un agère cultivé. Sachez que, en tout cas ici,
pardon, on cultive tous les ans aujourd'hui, sans faire d'itinérance, cotonnier, maïs, sorgho, mil, arachide, une rotation sur 5 ans désormais, autrefois c'était 3 ans, sorgho, mil, arachide, une nouvelle culture vivrière, le maïs, sans avoir à remettre en jachère, sans avoir à faire de recrues, parce que c'est cultivé en permanence grâce à la reproduction ici de la fertilité. Alors évidemment, ça va de pair avec une association étroite de l'élevage, et vous avez toujours pareil ici, un élevage, ça peut être en bouche, ça peut être élevage laitier. La vraie question, c'est est-ce que les gens ont la capacité de faucher l'herbe de la Savoine et de transporter pour en faire du foin et nourrir leurs animaux en stabulation. Idem, quand des éleveurs, exploitation familiale, on va dire lignagère, peut-être clanique, élèvent des animaux, vous avez ici toutes les nuits un parcage nocturne, une concentration de matière organique. On pourrait en faire du fumier. Malheureusement, si les agriculteurs n'ont pas les charrettes pour transporter les pailles, les chaumes et faire un vrai fumier, ils vont quand même épandre cette matière organique. C'est d'ailleurs ça qui leur permet de faire une culture sans jachère aujourd'hui. Mais enfin, on peut encore améliorer ça. C'est une sous-utilisation donc d'une poudrette. Il y a de la perte de carbone, de la perte d'azote. Et excusez-moi de vous dire ça, c'est pas du fumier, c'est un petit tas de merde. Mais on peut améliorer ça, voilà, sous parc arboré, soyez sans crainte. L'agriculture familiale, c'est les capacités d'investissement est capable, donc tout le contraire d'une routine, y compris dans des régions qui étaient qualifiées un peu justement de archaïques, etc. Le seul problème, c'est que les gens ont eu accès effectivement à du crédit. Il était gagé sur la production cotonnière à l'époque et c'est cette possibilité-là qui leur a permis d'investir et de changer complètement de système agraire en l'espace de 35 ans, ce qu'en France on a fait alors en 2-3 siècles, mais c'est vrai qu'on n'avait pas à réinventer la charrette, à réinventer la charrue et autres. Regardez maintenant, sous un Féderbia albida, le rendement de 1000. Inutile de vous dire qu'il va être ici, là, 2 à 4 fois supérieur à ce qu'il est ici. Et ceci, c'est une adhésion paysanne, c'est une initiative paysanne. C'est la régénération naturelle assistée. C'est un arbre spontané, originaire de la savane en question, dont on protège le développement. C'est-à-dire que quand on a pratiqué la bâtibroulie, on a maintenu cet arbre. Et quand on désherbe les champs de mil, eh bien, on fait très attention de ne pas découper les jeunes acacias albida. Question par contre, est-ce que ça risque pas d'être surpâturé par les éleveurs? Voilà la question. Et on peut, pour peu que le droit foncier soit sécurisant pour les uns et les autres, les agriculteurs et les éleveurs, on peut quasiment faire ce qu'on appellera une culture sous parc arboré. Vous pouvez appeler ça agroforesterie. En saison sèche, on a l'impression d'être sous une forêt dense parce que cet arbre développe ses feuilles. En saison humide, ça y est, l'eau vient de tomber, le labour vient d'être effectué, cet arbre a perdu ses feuilles. Cet arbre a 3 vertus, plusieurs, mais au moins 3. Avec ses racines profondes, il va aller chercher l'eau dans la nappe phréatique. Il poursuit la croissance de ses feuilles en saison sèche. Fixation de carbone. Cet arbre est une légumineuse, il fixe l'azote de l'air. C'est des microbes qui l'aident à faire ça, ça fertilise le sol en azote. Cet arbre a des racines profondes, il va aller chercher des éléments minéraux en profondeur, les fixer dans les feuilles, et quand les feuilles mortes tombent à terre, ça apporte le carbone et l'azote dans les bonnes proportions. Ça s'appelle fabriquer de l'humus. Fabriquer de l'humus dans un sol sableux, c'est ça qui va permettre de retenir l'eau. Et en plus, ça apporte les éléments minéraux puisés en profondeur. Alors, ce qui reste à étudier, c'est est-ce que ça héberge des insectes auxiliaires de culture, c'est-à-dire des insectes ravageurs des ravageurs. Sans doute, ça reste à étudier. Les champignons mycorhiziens, on connaît encore peu, on peut encore étudier, mais il y a vraiment là une possibilité agroécologique d'accroître les rendements sans finalement trop de capital. Encore faut-il, évidemment, qu'on laisse l'arbre pousser jusqu'au bout. Voilà, juste pour vous dire que des paysans sont capables aussi d'aménager des digues filtrantes pour empêcher l'érosion. C'est l'occasion de planter des arbres. L'eau est ralentie, elle s'infiltre, c'est l'occasion éventuellement de planter des arbres. Par contre, toute agriculture qui évolue vers une agriculture patronale et plus encore accaparement de terre, vers une agriculture capitaliste de gens qui ont intérêt, eux, à placer de l'argent, eux-mêmes ne travaillent pas, leurs enfants ne travaillent pas, placent de l'argent pour le taux de profit, quitte à s'interroger est-ce que j'emploie la main-d'œuvre ou j'emploie de la machine, optent très régulièrement pour acheter des machines. Et quand même là, cette petite machine qui n'est pas d'une grande importance, ce semoir et le tracteur, vous découvrez que c'est embarrassant les arbres, vous commencez à déboiser, ça ne va pas forcément de pair avec l'accroissement de la fertilité, avec le caractère durable de l'agriculture. Et si c'est pour remplacer des hommes par des machines et que les hommes qui sont ainsi remplacés sont au chômage dans les bidonvilles de Bamako, je pense que nous faisons erreur. Beaucoup de choses ont été dites. Moi, je voudrais repartir de la première intervention où il est tout de même intéressant de voir que
les agriculteurs peuvent être la cause du défrichement et donc d'une destruction progressive des écosystèmes et de leur potentiel productif, mais ils peuvent être aussi, c'est l'expression qui a été utilisée, l'outil pour reconstituer cette fertilité, cet écosystème. Donc véritablement, la question que l'on doit se poser, c'est quelles sont les conditions qui font en sorte que telle ou telle agriculture a un comportement plutôt favorable à la reproduction de l'écosystème et de son potentiel productif, de sa fertilité, et quelles sont les conditions qui, au contraire, génèrent une destruction des écosystèmes. Et donc, par rapport à ça, c'est clair que, bon, Marc Dufumier l'a déjà largement expliqué, mais une agriculture familiale, c'est-à-dire une agriculture familiale où, effectivement, la famille est en même temps l'essentiel de la force de travail est constituée par cette famille. Il est clair que l'agriculture familiale a fondamentalement intérêt à une reproduction à long terme de cet écosystème, puisque c'est sa reproduction sociale en tant qu'agriculteur qui dépend de cette reproduction de l'écosystème, à l'opposé d'une agriculture capitaliste où les détenteurs de capitaux, pour les détenteurs de capitaux, la terre, l'écosystème ne constituent qu'un élément parmi d'autres de leur capital de production, avec toujours la possibilité, le jour où la fertilité serait détruite, le taux de profit serait trop faible, toujours la possibilité d'aller investir ailleurs, que ce soit dans l'agriculture ou dans d'autres secteurs d'activité. C'est pour ça que nous pensons que l'agriculture familiale est en meilleure posture pour garantir une reproduction de l'écosystème. Maintenant, une fois qu'on a dit cela, attention, il n'y a pas de règle générale. C'est-à-dire qu'on voit bien que, premièrement, une agriculture familiale en crise économique, en crise sociale, privilégiera toujours des choix de production, des choix de consommation visant à assurer sa survie à court terme, aux dépens de choix de plus long terme visant à la reproduction de l'écosystème. Et ça, c'est une question fondamentale à avoir. Un agriculteur qui, dans une période de soudure, n'arrive pas à nourrir sa famille, choisira toujours d'aller détruire les arbres que l'on vient de voir pour aller les vendre sous forme de boîtes chauffe dans la ville et nourrir sa famille et ne pas mourir de faim, plutôt que d'investir dans l'écosystème, parce que tout ce que nous venons de voir, ce sont bien des investissements. C'est-à-dire ce sont des dépenses en temps de travail, en argent, qui n'ont pas une rentabilité immédiate, mais qui permettent à plus long terme d'améliorer l'écosystème. Donc la première leçon qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de lutter contre la crise écologique de l'agriculture familiale si cette agriculture est en crise, c'est-à-dire si elle n'est pas en bonne santé économique et sociale. La deuxième idée, à mon avis, fondamentale, et ça a été abordé, c'est la question de la relation avec le foncier. Il est clair que dans toutes les situations d'insécurité foncière, de mode de tenure, où en fin de compte, la famille d'agriculteurs n'est pas certaine de pouvoir, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, pouvoir profiter des investissements qu'elle réalise dans l'écosystème. Investissements en termes d'amélioration de la fertilité des sols, en termes de plantation d'arbres, etc. Il est sûr que dans tout ce type de situation, eh bien, l'agriculture familiale sera beaucoup moins, aura beaucoup moins tendance à mettre en œuvre des pratiques agroécologiques de conservation et d'amélioration de l'écosystème. Et puis la troisième leçon, c'est que je reviens aux dynamiques de frontières agricoles qui ont été présentées tout à l'heure. Oui, donc il me reste 1 minute. Je reviens à ces dynamiques donc, de frontières agricoles. Ça rejoint la question de la crise de la paysannerie. Bien souvent, dans ces régions de frontières agricoles, on a une agriculture, des agriculteurs qui, en fin de compte, ont été expulsés,
que ça soit directement par la force ou que ça soit par la crise économique, de régions dans lesquelles ils étaient auparavant et qui se trouvent contraints de migrer à chaque fois plus loin vers la forêt. Et enfin, pour conclure, je dirais que les conditions qui permettent de faire en sorte que cette agriculture familiale, non seulement ait intérêt à mettre en œuvre des pratiques agroécologiques d'amélioration de l'écosystème, mais également ait la possibilité, ce sont donc l'ensemble des politiques qui résolvent les problèmes économiques de l'agriculture familiale, la question notamment de l'accès au crédit, la question de l'appui à l'investissement. Ce sont toutes les politiques qui assurent une sécurité foncière. Et enfin, ce sont toutes les politiques qui visent à accompagner cette transition vers une agriculture plus écologique. Et juste, je rajoute un mot en 30 secondes sur cette question de l'accompagnement des agricultures familiales vers une agriculture plus écologique et qui résolve les problèmes de crise écologique. Ceci signifie forcément de ne pas avoir une recette unique. Parce qu'une agriculture écologique, c'est une agriculture qui utilise l'écosystème. Et forcément, il ne peut y avoir une seule solution. Forcément, il y a des solutions adaptées à la diversité des écosystèmes et des conditions socio-économiques. Et la deuxième chose, c'est que du coup, ce sur quoi il faut se baser, c'est avant tout sur la possibilité entre les paysans d'une même région, des différentes régions du monde, d'échanger. Parce que généralement, quand on rencontre un problème de crise écologique, on peut penser raisonnablement que des agriculteurs dans une autre région du monde ont déjà été confrontés au même type de problème et ont trouvé des solutions. Et donc, là, je dirais, pour terminer, je crois qu'il y a un enjeu absolument fondamental à ce que la recherche agronomique, à ce que le conseil agricole apprenne à travailler sur ces problématiques, c'est-à-dire sur des problématiques qui, d'une part, impliquent des solutions complexes et adaptées à chaque situation, et qui, d'autre part, ne peuvent trouver de débouchés que s'il y a une participation active des paysans eux-mêmes dans cette recherche de solutions et s'il y a des échanges entre les paysans pour avancer vers, dans chaque lieu, des solutions adaptées à la crise écologique. Merci. Moi, je m'occupe plutôt de la question des terres arides, et notamment dans le cadre d'une convention internationale que nous avons signée, vous et moi. Vous ne le savez peut-être pas, mais nos États ont signé la Convention des Nations Unies de lutte contre la désertification, comme celle du climat, comme celle de la biodiversité. Et l'intérêt de ces accords multilatéraux de l'environnement, c'est qu'ils constituent un cadre sur lequel des ONG comme nous peuvent agir dans une situation parfaitement légale pour agir sur le terrain. Alors les zones arides, rapidement, je le rappelle pour fixer les idées, c'est 40% des terres émergées, de toutes les terres émergées, 40%. C'est 2 milliards de personnes. Parmi ces 2 milliards de personnes, il y a à peu près 1 milliard de personnes qui sont des personnes qui vivent dans une grande pauvreté. Et parmi ces gens-là, il y a une grande partie de ces 800 millions d'agriculteurs qui n'ont pas assez à manger. Donc pour nous, l'agriculture et le développement et la gestion des ressources naturelles dans les zones arides, c'est quelque chose qui est extrêmement lié. Alors la bonne nouvelle, c'est que l'agriculture, d'après la Banque mondiale, c'est pas moi qui le dis, elle a un potentiel 4 fois plus important. La croissance en agriculture a un potentiel 4 fois plus important que n'importe quelle autre croissance dans n'importe quel autre secteur économique pour résoudre les questions de pauvreté. Ce qui veut dire clairement que si on n'agit pas sur l'agriculture, eh bien on n'agit pas sur un des principaux facteurs ou un des principaux vecteurs qui permettrait de résoudre les problèmes de pauvreté. Alors ici, on est bien à Paris, on est au Salon de l'agriculture, mais c'est vrai qu'on fait partie de la partie aisée de la population mondiale et que, outre la question de la gestion des ressources naturelles dans le monde, la question de la résorption de la pauvreté, ou en tout cas de la lutte contre la pauvreté, est la deuxième grande question qu'il nous faut résoudre. Et l'agriculture, justement, il se trouve que l'agriculture est un des moyens pour le faire. Alors dans l'agriculture familiale, puisque c'est de ça qu'on parle, il y a le mot familial. Alors
Tout le monde parle d'agriculture, mais il y a le mot familial. Familial, Marc Dufumier l'a rappelé, c'est le bon usage de la force de travail de la famille et du capital de la famille. Pour la famille, c'est aussi souvent un mode de vie. Un mode de vie, un lieu de vie et un cadre de vie. Ça veut dire que les ressources, l'environnement, la santé, avoir des enfants, envisager l'avenir, tout ça, ça fait partie de l'agriculture familiale. Et on parle uniquement, il ne faut pas se résoudre uniquement à parler d'augmentation de production. Bien sûr, c'est extrêmement important, bien entendu, mais il faut parler de tout le reste. Et l'agriculture familiale, effectivement, c'est celle qui s'occupe de tout ce reste. Alors, l'agriculture familiale aussi, elle est d'abord centrée sur la production de la nourriture. Vous savez comme moi que dans beaucoup des agricultures dont on parle aujourd'hui, il ne s'agit pas de produire de la nourriture, il s'agit de produire du capital ou il s'agit de produire de l'argent, peu importe ce que l'on produit dans ce système agricole. L'agriculture familiale, elle est dédiée à la production de la nourriture, de ce que nous mangeons. Ce matin, j'ai fait un tour dans le stand des régions ici au Salon de l'Agriculture. Eh ben, j'ai vu là que les régions françaises et les Français en général, ça leur tenait à cœur ce qu'ils produisaient dans les régions. Donc ça veut dire que, vous voyez là, il y a quelque chose qui est un petit peu de l'ordre des tripes. Voilà, l'agriculture, c'est avant tout ça. Et l'agriculture familiale, c'est bien cette représentation-là. Alors elles sont très diversifiées dans le monde. Il n'y a rien à voir entre les agricultures que font les gens sur les plateaux des Andes, dans les terrasses du Nord Cameroun, dans les oasis du Sud marocain ou du Sud algérien. Tout ça, c'est extrêmement contextualisé et il n'y a donc pas techniquement de recette unique. Donc, effectivement, il faut appuyer les agriculteurs. Et là encore, c'est une caractéristique de l'agriculture familiale. Les politiques publiques devraient viser à appuyer ces agricultures là où elles sont et sur les connaissances locales aussi. Alors, concernant la répartition, par exemple au Brésil, peut-être vous ne le savez pas, mais 84% des exploitations brésiliennes sont des petites agricultures familiales. Et elles occupent que 24% du territoire, alors que les 15% d'agriculture des gros systèmes agricoles occupent 75% du territoire brésilien. Ça veut dire qu'il y a une tension sur les terres. Et c'est la raison pour laquelle aussi on assiste aujourd'hui à ces questions d'accaparement des terres. C'est un exemple typique. Quand beaucoup de gens veulent accéder à la terre et aux facteurs de production en général que représentent les ressources naturelles, voilà une autre des tensions à laquelle nous devons actuellement faire face. Pourtant, et c'est marqué beaucoup ici dans le Salon de l'Agriculture, 70% de cette nourriture qui vient sur nos tables, elle est bien produite par ces agricultures familiales. Alors, pour ne pas faire très long, nous avons fait un petit travail, une dizaine d'ONG françaises, on a résumé un petit peu nos expériences en matière d'agroécologie. Alors l'agroécologie, c'est justement une approche de l'agriculture qui, à la fois, est une discipline scientifique, beaucoup de gens ne le savent pas, qui est aussi un mouvement social, déjà très ancien, puisqu'il date du début des années 20, et aussi une communauté de praticiens. Il y a cinq constantes que l'on retrouve aussi dans l'agriculture familiale. Des niveaux élevés de biodiversité, des pratiques ingénieuses de gestion des paysages et de l'eau, des systèmes de production diversifiés qui alimentent les modes de vie. Ce sont des agricultures, les agroécosystèmes gérés de cette façon-là sont en général résilients. Et il y a des organisations sociales extrêmement fortes qui sont derrière ça. C'est-à-dire, c'est des agricultures, des territoires et des hommes. Donc sur ces études, on a globalement appris un certain nombre de choses. Je ne vais pas vous les résumer, rassurez-vous. Mais globalement, ça marche. Et nous, ce que nous voudrions, c'est vraiment que l'agroécologie soit reprise par des politiques publiques. Et aussi, un des constats qu'on a fait, c'est que le monde scientifique était un peu en retard. C'est-à-dire que sur ces millions d'agriculteurs écologiques qui travaillent dans le monde et qui ont des résultats localisés, peut-être à niveau d'une micro-exploitation ou d'une région, le monde scientifique est en retard pour arriver à caractériser ces éléments
pour pouvoir en faire des arguments pour des politiques publiques significatives. Voilà un des chantiers si nous voulons changer de paradigme. Enfin, je terminerai en disant que l'agriculture, elle doit aussi satisfaire les besoins humains de base, contrairement à et pas seulement la production, c'est-à-dire la subsistance, bien sûr, assurer la protection. Dans ce que j'ai dit tout à l'heure, le cadre de vie, c'est qu'on a aussi besoin d'affection, qu'on veut aussi être reconnu, notre dignité veut être reconnue. On a aussi besoin d'exercer notre créativité et nous devons aussi pouvoir exprimer notre liberté. Et sur ce dernier point, vous savez que les agriculteurs du monde sont avant tout les agricultrices. Et les agricultrices, dans la plupart des systèmes d'héritage ou de droit d'accès à la terre, sont pénalisées. Donc les agricultrices, je pense, c'est un autre des chantiers sur lesquels nous devons nous investir. Et je pense que la coopération au développement, puisque nous sommes ici dans le stand de l'AFD, c'est notre agent de développement en France qui représente la France à l'international et qui finance. C'est une des politiques publiques qu'il devrait encourager. Voilà, merci. Merci Patrice. Donc je vais vous parler un petit peu d'une autre ressource naturelle qu'utilise l'agriculture familiale, qui est l'eau. Alors cette ressource naturelle présente une particularité, c'est que par définition l'eau ça coule. Alors ça a un avantage, c'est que ça permet aux gens qui sont dans les zones désertiques, par exemple du Mali, de bénéficier de l'eau qui tombe sur des pays beaucoup plus arrosés comme la Guinée ou la Côte d'Ivoire. Ça a un inconvénient, c'est que du coup ces agricultures familiales doivent partager cette eau avec d'autres utilisateurs. Alors ces autres utilisateurs, ça peut être des villes comme Bamako ou Niamey, ça peut être aussi des agriculteurs industriels, ça peut être aussi d'autres pays, puisqu'ici, dans le cas par exemple du Sénégal, le fleuve Sénégal ou le fleuve Niger, on a des fleuves qui sont partagés par 4, 5, 6, 7, 10 pays. Et donc il y a des partages internationaux de cette eau à faire. Alors, pourquoi cette irrigation est intéressante? C'est que dans des contextes, donc utiliser l'eau pour augmenter la production agricole par l'irrigation, c'est intéressant dans les contextes arides, ça permet à la fois de sécuriser la production et de l'augmenter. L'inconvénient, c'est que pour faire ça, il faut aménager, et que pour aménager, donc, il faut investir. Quel que soit le type d'irrigation auquel on a affaire, que ce soit ce grand canal qui est à gauche, là, au Mali, que ce soit ces petits périmètres irrigués ici, avec des motopompes sur bac flottant au Sénégal, que ce soit ici ces agriculteurs marocains qui font de l'irrigation au goutte à goutte avec des gaines, que ce soit ici ces agriculteurs éthiopiens qui ont installé des petites pompes, des petites motopompes privées sur un petit cours d'eau, ou que ce soit cet agriculteur malien ici qui reprend ses diguettes à la main, tous ont besoin de capital pour investir. Le problème qu'il y a actuellement, c'est ça. C'est qu'il y a énormément de terres encore qui pourraient être irriguées en Afrique, mais ce qui manque le plus pour les irriguer, c'est pas la terre, c'est pas l'eau, c'est en fait le capital pour aménager ces terres. Ces aménagements sont coûteux. C'est quasiment impossible pour les agriculteurs d'y arriver tout seuls. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas accès à des sources de financement, que ce soit par des bailleurs de fonds, que ce soit par des banques qui vont leur faire des prêts, que ce soit par des systèmes d'épargne, ils ne peuvent pas aménager ces terres, pas à une échelle en tout cas suffisante par rapport aujourd'hui à ce qu'ils ont besoin pour vivre, pour faire de l'irrigation. Les États africains eux-mêmes, en général, n'ont pas les moyens de faire ces aménagements eux-mêmes s'ils n'ont pas accès à des bailleurs de fonds. Or, l'aide publique au développement, depuis maintenant une dizaine d'années, ces moyens ne cessent de diminuer, et en particulier, donc les moyens consacrés aux investissements dans l'irrigation n'ont cessé de diminuer. Le résultat, c'est que tous les États, pratiquement aujourd'hui, font appel au privé pour investir dans l'agriculture irriguée, pour aménager les terres. Alors, on appelle ça un appel aux investisseurs. Ces investisseurs, ils ne vont pas investir juste pour le plaisir. Ils vont investir parce qu'ils ont besoin de rentabiliser du capital. Donc, ils vont demander des terres pour ça, et ils vont demander accès privilégié à l'eau. Et du coup, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a une compétition entre l'agriculture familiale et ces agriculteurs privés, ces investisseurs qui arrivent et qui, dans un certain nombre de cas, vont accaparer des terres ou même accaparer de l'eau, puisque l'eau aussi est une ressource qui va être limitée, qu'il va falloir partager. Alors, cette eau, en général, on compte qu'il y en a beaucoup. Ces fleuves que je vous ai présentés tout à l'heure, le fleuve Sénégal, le fleuve Niger, c'est des fleuves énormes. En période de crue, les disponibilités en eau sont quasi illimitées, en tout cas bien supérieures aux surfaces qu'il y a à irriguer. Donc, aucun problème. Le problème, il se pose en saison sèche. En saison sèche, là, par définition, c'est l'étiage des fleuves, il y a très peu d'eau dedans. Et donc, cette eau, il faut la partager entre différents utilisateurs. Et à ce moment-là, on va se trouver face à un problème, c'est que les agriculteurs, eux, ils ont des cultures paysannes qui sont souvent saisonnières. Ils vont faire du riz, ils vont faire du maïs, ils vont faire de la tomate. C'est des cultures qui sont saison par saison.
Les agro-industriels, souvent, ils vont installer des cultures pérennes. Ces cultures pérennes, ça va être par exemple de la canne à sucre ou du jatropha. Qui dit culture pérenne dit qu'il faut les irriguer toute l'année, y compris en saison sèche, y compris au moment où il y a le moins d'eau. Donc vous voyez tout de suite le problème qui va se poser, c'est qu'en saison sèche, on va dire aux agriculteurs familiaux, ah ben désolé, mais on a une production de canne à sucre, on ne peut pas la laisser mourir, cette année il n'y a pas beaucoup d'eau, donc vous ne ferez pas de riz cette année parce qu'il faut privilégier la canne à sucre. Alors on n'en est pas encore tout à fait là partout, mais on sent déjà ces tensions exister, en tout cas dans les planifications qui devraient être faites, ces tensions devraient être anticipées parce qu'elles sont déjà, avec les surfaces qui sont actuellement aménagées, elles sont déjà perceptibles en saison sèche. Alors, ça pose en particulier le problème du rôle de l'État. Tous les États qui ont fait appel au secteur privé pour aménager des terres, souvent, pour attirer ces investisseurs privés, leur ont concédé, à la fois au niveau du foncier et au niveau de l'eau, des conditions extrêmement avantageuses. Au niveau du foncier, parce que les terres sont louées à des prix très bas, voire gratuitement. Au niveau de l'eau, parce qu'il y a des contrats souvent qui prévoient un accès quasi illimité à l'eau, alors que c'est une ressource qui, encore une fois, est limitée. Donc ces États aujourd'hui ne jouent pas leur rôle, en tout cas en termes de régulation de ces ressources naturelles et de partage entre les différentes formes d'agriculture. Ils ne jouent pas non plus leur rôle en termes de planification des aménagements. Il y a des ressources en terre, en eau, en capital qui sont limitées. Il faut que quelqu'un organise ce jeu-là. Sinon, dans une jungle entre des agriculteurs familiaux qui n'ont pas beaucoup de moyens et des investisseurs privés, le gagnant, il est couru d'avance. Mais les acteurs eux-mêmes ont un rôle à jouer. C'est-à-dire que tout ça n'est possible de changer ce système que si les acteurs, les agriculteurs familiaux eux-mêmes sont organisés. Alors, ils le sont, mais souvent à une échelle locale, et donc de plus en plus, ils s'organisent aussi au niveau des fêtières, au niveau national, voire au niveau régional, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, les organisations paysannes au niveau régional, de façon à pouvoir peser dans le débat public et peser vis-à-vis à la fois des agriculteurs privés, des États, mais aussi du dernier acteur, qui sont les bailleurs de fonds. Parce que ce problème-là, il vient au départ du fait qu'on manque de capital pour aménager les terres, pour l'irrigation. Et donc les bailleurs de fonds ont un gros problème, une responsabilité en tout cas dans ces investissements et dans la façon dont ils les réalisent, parce que s'il n'y a pas de bailleurs de fonds pour investir dans l'irrigation publique, dans l'irrigation pour la petite agriculture familiale, à ce moment-là, c'est forcément vers les privés que se tourneront les États qui manquent de capital pour investir. Alors, une dernière chose, donc, aussi un outil qui n'est pas de nature financière, mais qui est plutôt de nature organisationnelle pour aider les gens à s'organiser pour gérer l'eau, ce sont des jeux de rôle qu'on utilise aujourd'hui. Donc ça, c'est un jeu qui s'appelle What a Game, What pour water et game comme jeu. C'est un jeu qu'on a utilisé par exemple au Mali pour mettre autour de la table ensemble tous les intervenants du secteur de l'eau, que ce soit des petits agriculteurs privés, des grands agriculteurs privés, des petits agriculteurs familiaux, l'Office du Niger qui gère ses périmètres, l'État, et on simule avec du papier et des cartes une situation réelle et on fait jouer les gens pour qu'ils se rendent compte eux-mêmes des problèmes dans lesquels on va, des problèmes vers lesquels on va si on ne s'organise pas et si les différents acteurs de la gestion de l'eau ne s'organisent pas entre eux, ne s'entendent pas entre eux pour gérer cette eau. Voilà, merci.